Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones qui a eu lieu la nuit dernière. On va refaire un peu l'épisode et un petit peu le commenter. Et bien entendu, comme d'habitude, c'est sous spoilers, donc bien entendu, c'est à vos risques et périls. Si vous n'avez pas vu l'épisode, n'écoutez pas. Parce que évidemment je vais tout déballer dans cette vidéo. Alors l'épisode s'intitulait La justice de la reine. Alors ça commence tout d'abord à Père-Dragon, on voit Jon Snow et Davos qui accostent sur la plage et qui sont accueillis par Tyrion et Missandei pendant que les Dothraki récupèrent leur navire et également leurs armes. Ils sont ensuite escortés pour rencontrer Daenerys. Dans la salle du trône, Jon Snow et Daenerys se rencontrent donc pour la première fois. Et cette rencontre s'avère étrange et maladroite. Car la reine demande à Jon de plier le genou devant elle. Ce qui lui permettrait alors d'être nommé roi du Nord. C'est ce qu'elle lui promet. Mais Jon Snow, malgré tout, refuse. Il préfère la prévenir concernant la menace des marcheurs blancs. Mais elle ne le croit pas. Davos tente alors d'évoquer la résurrection de l'ex-combattant de la garde de nuit, mais Jon l'écourte et donc l'empêche de finir sa phrase. Tyrion intervient en sa faveur et assure à Daenerys que c'est une bonne personne et qu'il n'est pas fou. Un peu plus tard, Jon et Daenerys se rencontrent à nouveau en dehors du château, seul à seul, et font plus ample connaissance. La reine des dragons, sous les conseils de Tyrion, l'autorise alors à exploiter l'immense quantité de vers dragons présente sous le château, sans intérêt pour elle, mais précieux pour Jon Snow. Un sentiment de respect mutuel qui commence donc à s'installer entre les deux souverains, bien que la méfiance règne encore. Du haut du château, Mélisandre assiste à l'entrevue, mais préfère ne pas manifester sa présence au roi du Nord et à Sir Davos. Elle annonce alors à Varys que son rôle à Père-Dragon est terminé et qu'elle compte partir pour Volantis sous peu et que donc elle veut y mourir. Elle préfère mourir là-bas. Et que voilà. Et de toute façon, Varys est également destiné à mourir aussi. En mer, suite à la bataille contre Euron Greyjoy, Theon est récupéré par un bateau ferné et un des hommes qui s'approche de lui et qui l'a vite grillé puisque il lui dit bon en fait t'as rien branlé quoi, t'as pas aidé ta sœur parce que si tu l'avais fait, si tu l'avais sauvé la vie, tu serais pas dans les parages quoi. Et donc on voit Theon donc complètement KO là, tout juste sorti de mer avec les poumons bien remplis d'eau, et ce sera la seule et unique image qu'on verra de Theon dans cet épisode. À Port-Réal, Euron entre triomphalement dans la ville et offre Yara, Ellaria Sand et Tierney, la fille d'Ellaria, à Cersei. Dans l'épisode précédent, Euron avait promis à la reine de Westeros un cadeau qu'aucun homme ne pouvait lui offrir, en signe d'allégeance d'abord, mais aussi pour la convaincre de le prendre comme époux. Le cadeau est de taille. Ellaria Sand est, on le rappelle, l'ancien amour du prince Oberyn Martell de Dorne, qui a tué la fille de Cersei et Jaime, Myrcella. Cersei, devant ce cadeau, nomme le roi des îles de fer commandant des forces navales. Un peu plus tard, trop heureuse de tenir enfin entre ses griffes la meurtrière de sa fille, Cersei rappelle à Ellaria comment Sir Gregor, donc la montagne, a explosé le crâne de son amant Oberyn lors d'un combat resté dans les annales. Elle lui dit comment détruire Ellaria, meurtrière de ma fille unique, qui a évidemment une idée en tête, Cersei, elle a une idée en tête. Elle savoure alors pleinement sa vengeance en empoisonnant sa fille Tierney sous les yeux d'Ellaria par le même poison qui avait tué sa fille Myrcella, donc ce qui la condamne bien sûr à mort, avant d'abandonner les deux femmes enchaînées l'une en face de l'autre dans le même cachot. Après cela, après une bonne pipe et un défonçage de chatte en règle, en compagnie de Jaime,
la reine reçoit un émissaire de la banque de fer de Braavos, Tish Nestoris, qu'elle tente de soudoyer en faisant en sorte que la banque soutienne les Lannister à la place des Targaryen. Elle lui dit oui, en fait, vous ne faites que des paris. Voilà, faut pas se le cacher, vous ne faites que des paris. Donc elle essaye de lui faire changer d'avis et de l'attirer vers sa famille plutôt que celle des Targaryen, puisqu'elle pense que c'est les Lannister qui seront les vainqueurs à la fin. Car le problème, c'est que du coup, Tish Nestoris est venu réclamer une petite fortune à Cersei, qui lui promet de tout rembourser après sa victoire dans la grande bataille à venir, et aussi parce que, bien entendu, les Lannister payent toujours leurs dettes. À Villevieille, l'archimestre constate que Jorah Mormont est désormais guéri de la grise écaille. On voit que finalement, toutes ces écailles dégueulasses n'étaient pas, et qu'il ne restait plus que des brûlures. Son corps est encore moche, mais on va dire un petit peu plus présentable. Et l'archimestre ne fait que constater, non pas les dégâts, mais constater la guérison de Jorah. Mais cependant, il n'est pas dupe, l'archimestre, et il devine très rapidement que c'est Sam qui a endigué l'infection sur le corps du chevalier. Le vieil homme salue quand même cet exploit et, en guise de récompense, l'autorise à rester étudié à la citadelle, mais en lui faisant quand même réécrire tout un tas de parchemins et de livres sur le point d'être bouffés par les mythes. Une récompense bien sympatoche, mais en même temps, si ce n'avait pas été ça, Sam aurait été viré de la citadelle sur le champ. Donc, entre les deux, finalement, c'est pas si mal que ça. À Winterfell, Sansa organise les défenses de la ville et les rations de nourriture pour l'hiver. C'est alors que Bran et Mera arrivent sur place. Après d'émouvantes retrouvailles entre la frère et la sœur Stark, les deux discutent dans le bois sacré. Sansa annonce à son frère qu'il est le seigneur légitime de Winterfell. Oui, Jon Snow n'est qu'un bâtard, qui ne doit son titre qu'à l'absence de son demi-frère. Mais Bran lui explique que désormais, en tant que corneille à trois yeux, il a la capacité de voir n'importe quel événement du passé, du présent et même du futur, ce qui semble légèrement effrayer Sansa. À Castral Rock, fief de la maison Lannister, la ville essuie l'attaque des Immaculés, et une scène qui était pas mal foutue puisque finalement c'était la seule et unique vraie scène d'action de l'épisode, mais en même temps une scène qui était narrée dans le même temps par Tyrion, lorsque Tyrion s'adressait à Daenerys, donc c'était plutôt pas mal fait. Donc, mais cependant, malgré il y a cette attaque des Immaculés, mais cependant à la place d'attaquer la ville de front, les Immaculés attaquent la ville par les égouts qui avaient été, comme le rappelle Tyrion, conçus par lui-même, alors que la forteresse en elle-même était l'œuvre de Tywin, qui en avait fait alors une forteresse imprenable. Grâce à cette tactique, qui est donc reprise, les quelques troupes Lannister présentes sont rapidement balayées par les Immaculés et ces derniers prennent le contrôle du château. Mais lorsque Grey Worm Vergris s'étonne que les gardes Lannister soient si peu nombreux à défendre la place forte, il se demande où se trouve le reste de l'armée. Il regarde en contrebas du château et constate que la flotte d'Euron Greyjoy est en train d'attaquer sans merci celle des Immaculés, leur coupant tout espoir de retraite par la mer, puisque il n'y a plus de vivres, il n'y a plus de bateaux. Donc ils n'ont plus qu'à errer sans fin dans Westeros. Au moment de la prise de Castral Rock, l'armée des Lannister, unie à celle des Tarly, attaque la ville de Haut-Jardin, défendue seulement par de maigres troupes Tyrell. Le château tombe rapidement aux mains des envahisseurs, et après le combat, donc c'était la scène finale de l'épisode, Jaime trouve Lady Olenna Tyrell seule dans ses appartements. Cette dernière s'avoue vaincue et déclare qu'elle est prête à mourir en paix depuis bien longtemps, tout en lui expliquant les innombrables choses qu'elle a dû accomplir pour protéger et préserver l'avenir de la maison Tyrell. Elle met également en garde Jaime contre la folie de Cersei. Elle lui dit de se méfier d'elle.
Le régicide l'autorise alors à boire du vin empoisonné et à se suicider avant qu'elle ne soit capturée. Et la vieille femme, acceptant son sort avec dignité et grande classe, vide la coupe de vin d'un seul trait. Avant que Jamie ne l'abandonne seule dans la pièce pour qu'elle y meure, la reine des épines confesse que c'est en réalité elle-même qui avait empoisonné Geoffrey le jour de son mariage, puis termina en demandant à Jamie « Dites-le à Cersei ». Voilà comment se termine cet épisode qui emporte avec lui une grande dame en la personne d'Olenna Tyrell. Et d'ailleurs j'y ai pensé, clin d'œil du destin, puisque cela tombe aussi le jour où l'on a appris la mort d'une autre grande dame, à savoir Jeanne Moreau, qui d'ailleurs, c'est drôle un peu, mais disait à propos de la mort en 1970. Je considère ça comme une explosion. J'aimerais mieux exploser que mourir tranquillement. C'est marrant quand on y pense, puisque finalement, Jeanne Moreau préférait une mort brutale à une mort douce et lente. Et bien pour Olenna Tyrell, ce fut tout le contraire. Voilà un peu cette petite pirouette, ce petit clin d'œil pour terminer cette vidéo et faire un petit hommage à Jeanne Moreau. Voilà pour ce que je pouvais dire sur cet épisode. Alors il faut le reconnaître, ça n'a pas été le meilleur épisode. Je dirais même que bon, il n'y en a eu que 3, mais pour l'instant je dirais que je le mettrais même en 3e. Donc pour l'instant c'est le moins bon épisode. Très probablement aussi parce que il y a eu peu d'action, il faut le reconnaître, puisque la seule scène d'action, c'était donc l'arrivée des Immaculés à Castle Rock, mais qui a été en plus recouverte, si je puis dire, par le récit de Tyrion. Donc on était dans l'action et pas vraiment. Et puis en plus, voilà, c'était un peu une prise facile, puisque comme je vous expliquais tout à l'heure, les Lannister avaient un peu laissé tomber et ils étaient partis ailleurs. Donc voilà, c'était pas un épisode avec beaucoup d'action, c'était beaucoup de la parlotte. Voilà, on avance quand même dans l'histoire, mais ça ressemble plus à un épisode de transition qu'autre chose, j'ai envie de dire. Donc j'espère que le 4e va être un petit peu plus dynamique, parce que voilà, bon, il en faut des épisodes comme ça, mais bon, comme on en a que 7, on attend forcément à avoir 7 épisodes de très haute qualité. En plus, les épisodes sont plus longs, donc là on a eu un épisode d'1 heure, donc on a vraiment des vrais, quasiment des courts-métrages, enfin même presque des films. Donc on attend quand même 7 épisodes de très haut niveau, de très haute qualité. Là, bon, il reste bon, ça reste un très bon épisode, mais voilà, il était en dessous pour moi, très clairement. Et d'ailleurs pas une seule mort d'importance, et voilà, ça a été soft. Cela dit, il y avait aussi une mort d'importance seulement dans le premier épisode, si je ne me trompe pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de liker, de commenter, de partager, puisque finalement vous m'écoutez en tant que fan de catch, mais est-ce que vous aimez aussi Game of Thrones? Je ne le sais pas. Donc à vous de me dire si vous aimez, si vous êtes content d'entendre aussi des vidéos de ma part sur la série. Donc encouragez-moi à le faire. Voilà, j'ai le temps de le faire, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc voilà, moi ça me fait plaisir de le faire, mais j'espère ne pas le faire pour rien. On se retrouve de toute façon très bientôt pour faire une nouvelle vidéo qui sera très probablement portée sur le catch. On va revenir à la base, comme on peut dire. En tout cas, passez une bonne semaine, à très bientôt, et d'ici là, bien entendu, vive Game of Thrones. Ciao à tous.